Et si vous découvriez l'histoire d'Ariane comme vous ne l'avez jamais entendue? Oubliez tout ce que vous savez sur le mythe du Minotaure. Dans cette version légendaire, Ariane n'est plus une simple princesse amoureuse, elle devient l'héroïne qui défie les dieux, brise les malédictions et libère son peuple. Avec son courage et le mystérieux fil du destin, elle affronte des épreuves divines, un labyrinthe vivant et une créature aussi humaine que monstrueuse. Plongée dans une aventure épique, où les secrets, les sacrifices et la quête de liberté réécrivent un mythe éternel. Une histoire de courage, d'intelligence et de choix impossibles qui résonne encore aujourd'hui. Prêt à découvrir la véritable légende d'Ariane? Laissez-vous guider par le fil. Sous le soleil éclatant de Crète, la mer scintillait d'un bleu profond, presque envoûtant. Pourtant, au cœur du palais de Knossos, une ombre pesait sur le royaume. Le roi Minos, souverain imposant, à la voix grave et au regard dur, se tenait devant son trône de pierre. À ses côtés, Pasiphae, sa reine, évitait son regard, son visage voilé d'une douleur silencieuse. Tous dans la salle du trône retenaient leur souffle. Minos brisa le silence. Dédale, artisan divin, toi seul peux réaliser ce que les dieux exigent de moi. Crée un labyrinthe, une prison si parfaite qu'aucune âme, humaine ou divine, ne puisse jamais s'en échapper. Le silence de la salle devint presque tangible. Dédale, un homme à la barbe rousse et aux mains marquées par l'ingéniosité de son métier, inclina la tête avec gravité. Il savait que ce qu'on lui demandait n'était pas seulement un exploit architectural, c'était un acte contre nature, une trahison envers la vie elle-même. Au cœur de cette décision, il y avait le secret le plus noir de Crète, le Minotaure, créature hybride née d'un acte de défi envers les dieux. Mi-homme, mi-taureau, la bête était un tourment vivant, errant dans les couloirs sombres du palais, incapable de trouver le repos. Minos, en sa fierté, avait refusé de sacrifier un taureau blanc offert par Poséidon, et ce dernier, furieux, avait ensorcelé la reine Pasiphae. Ce fut cette union monstrueuse qui donna naissance à Astérion, le Minotaure, une incarnation de la malédiction divine. Ariane, la fille de Minos, observait la scène depuis une alcôve discrète, dissimulée par les ombres des colonnes de marbre. Ses yeux, d'un vert perçant, scrutaient son père avec une intensité rare. Elle n'était qu'une jeune femme aux yeux des autres, une princesse docile. Mais en ce jour, quelque chose s'éveillait en elle. Elle connaissait l'histoire de sa famille, ses failles, ses erreurs, mais jamais elle n'avait ressenti aussi clairement le poids de la folie de son père. Le labyrinthe, tel que le roi l'ordonnait, n'était pas seulement destiné à enfermer le Minotaure. C'était une cage pour la Crète elle-même, une spirale sans fin de peur et de sacrifice. Dédale, accompagné d'une troupe d'ouvriers, se mit au travail sans délai. Les collines qui bordaient le palais furent éventrées pour faire place à cette construction monstrueuse. Les blocs de pierre, taillés avec une précision divine, formaient un réseau complexe de couloirs tortueux, sans issue, sans échappatoire. Chaque jour, Ariane descendait observer les travaux depuis les hauteurs du palais. Elle voyait les hommes s'épuiser sous le poids des pierres, entendait leurs murmures, leurs prières aux dieux pour que cette folie s'arrête. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils construisent. Pensa-t-elle, le cœur lourd. Chaque couloir creusé, chaque pierre posée devenait pour Ariane une preuve de la damnation de son peuple. Elle entendait déjà les échos des cris des innocents, jetés dans ce labyrinthe comme des offrandes au Minotaure, destinés à errer dans la terreur jusqu'à ce que la mort les prenne. Une nuit, alors que les torches du palais s'éteignaient, Ariane se risqua à parler à Dédale. « Pourquoi obéis-tu, maître artisan? Pourquoi prêtes-tu ton génie à un projet si cruel ?» Dédale, fatigué, la regarda avec une tristesse mêlée d'admiration. « Princesse, le destin se tisse, que nous le voulions ou non. Mais sache ceci, même dans un labyrinthe, il existe une sortie, pour ceux qui osent la chercher. » Ariane ne répondit pas, mais ses doigts effleurèrent instinctivement une mèche de ses cheveux. Un fil. Une sortie. L'idée germait doucement,
mais elle n'en comprenait pas encore toute la portée. Lorsque le labyrinthe fut achevé, Dédale présenta son chef-d'œuvre à Minos. Les couloirs s'étendaient sur des kilomètres, un enchevêtrement si parfait que même Dédale lui-même avait eu du mal à en ressortir. Minos, satisfait, ordonna aussitôt que le Minotaure soit enfermé dans cette cage de pierre. Les prêtres furent convoqués pour bénir la construction, mais Ariane vit dans leur regard une peur qu'aucune prière ne pourrait apaiser. Le premier sacrifice arriva rapidement. Un jeune homme, tiré au sort parmi le peuple, fut conduit au cœur du labyrinthe. Ses cris résonnèrent jusqu'au palais, glaçant le sang de tous ceux qui les entendirent. Ariane, terrifiée et révoltée, comprit que son père ne s'arrêterait pas. La Crète entière allait être saignée à blanc pour apaiser un monstre qu'il avait lui-même créé. Dans l'obscurité de sa chambre, Ariane fit un serment silencieux. « Si personne ne sauve ce royaume, je le ferai. Si personne n'ose affronter le Minotaure, je trouverai un moyen. Je refuse d'être spectatrice de cette horreur. » Et ainsi, dans le fracas des marteaux et le tumulte des prières, une légende commença à naître. Car si le labyrinthe était un piège, il devenait aussi une énigme, une toile où Ariane, la tisseuse silencieuse, commencerait à dessiner le fil de son propre destin. Le soleil s'effaçait lentement derrière les montagnes escarpées de Crète, plongeant l'île dans une ombre douce et dorée. Ariane, enveloppée dans un manteau sombre pour dissimuler son identité, quitta discrètement le palais. Ses pas résonnaient sur les sentiers rocailleux, et dans son cœur, une résolution farouche guidait chacun de ses mouvements. La princesse savait que ces questions ne trouveraient pas de réponse dans les murs du palais de Knossos. Elle devait chercher plus loin, là où mortels et dieux se croisaient, au temple de l'oracle de Delphes. Le chemin fut long et semé d'embûches. Ariane traversa des villages, des vallées et des forêts sombres, se fondant dans la foule comme une simple voyageuse. Son visage, connu de tous à Crète, passait inaperçu parmi les pèlerins et les marchands qui prenaient eux aussi la route sacrée menant au temple. Chaque soir, lorsqu'elle s'arrêtait pour se reposer, elle repensait aux cris des victimes du Minotaure, au visage de son peuple marqué par la peur et le désespoir. Ces pensées la poussaient à avancer malgré l'épuisement, malgré les dangers. Elle savait que le salut de Crète reposait sur ses épaules. Après plusieurs jours de marche, elle arriva enfin à Delphes, la cité suspendue entre terre et ciel, où la fumée des encens s'élevait comme une offrande aux dieux. Là, niché dans les flancs du mont Parnasse, se trouvait le temple d'Apollon, gardé par des prêtres solennels et baigné d'une lumière presque irréelle. Ariane entra dans le temple, son cœur battant avec force. Les colonnes doriques, majestueuses et austères, s'élevaient autour d'elle comme des géants silencieux. Au centre, une prêtresse, l'oracle, était assise sur un trépied doré, les yeux mi-clos, entourée de volutes de fumée sacrée. Elle semblait à la fois humaine et divine, son visage voilé par un éclat mystérieux. « Toi qui viens de Crète, pourquoi t'aventures-tu si loin de tes terres ?» demanda l'oracle d'une voix qui résonnait comme un chant ancien. Ariane se mit à genoux, baissant humblement la tête. « Ô oracle, je viens chercher votre sagesse. Mon peuple souffre sous la malédiction du Minotaure. Chaque année, des innocents sont sacrifiés dans le labyrinthe, et je ne peux plus rester spectatrice. Existe-t-il un moyen de mettre fin à cette horreur ?» L'oracle resta silencieuse un instant, comme si elle sondait les fils invisibles du destin. Puis, elle parla, sa voix empreinte d'une gravité divine. La malédiction qui pèse sur Crète est née de l'arrogance et du déséquilibre. Ni force brute ni prière ne peuvent la briser. Seul, le fil du destin, tissé par les mains des moirelles mêmes, te guidera hors des ténèbres. Mais sache ceci, il n'est pas qu'un simple fil. Il est une arme, un guide, et une épreuve. Toi seul peux le trouver, car ton destin est lié à celui du labyrinthe. Ariane leva les yeux, bouleversée. Où se trouve ce fil, oracle ? Comment puis-je le trouver ? Elle tendit une main fine et désigna l'horizon à travers les colonnes du temple. Au-delà des frontières de ton royaume,
dans les grottes profondes de Crète, là où les mortels n'osent poser le pied. Mais prends garde, princesse. Le chemin sera semé d'épreuves, car les dieux ne donnent rien sans demander quelque chose en retour. La fumée dans le temple sembla s'épaissir, enveloppant Ariane. Elle ressentit une chaleur étrange, comme si les paroles de l'oracle s'inscrivaient dans sa chair. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, la prêtresse était déjà retournée à son silence mystique. Ariane comprit alors que son voyage venait de commencer. En quittant le temple, elle sentit un étrange mélange de peur et de détermination. Elle savait que les grottes mentionnées par l'oracle étaient des lieux de légendes sombres, peuplés de créatures oubliées et d'échos du passé. Mais elle n'avait pas le choix. Le fil du destin était sa seule chance de sauver son peuple et de briser la malédiction du Minotaure. Alors qu'elle s'éloignait de Delphes, la prophétie résonnait encore dans son esprit. Elle savait que chaque pas la rapprocherait de ce fil légendaire, mais aussi des vérités qu'elle n'était peut-être pas encore prête à affronter. Le destin d'Ariane était scellé, et à travers elle, celui de la Crète tout entière. Sous la lumière vacillante des torches, Ariane avançait prudemment dans les corridors sinueux de la forge souterraine de Dédale. Les échos de ses pas résonnaient contre les murs de pierre brute, tandis qu'une odeur de métal chauffé flottait dans l'air. Elle était venue en secret, guidée par la confiance fragile qu'elle plaçait en Dédale, l'artisan de génie. Celui-ci l'attendait au fond de son antre, entouré de ses créations extraordinaires, des mécanismes si complexes qu'il semblait doté d'une vie propre. Lorsque Dédale leva les yeux vers elle, une étincelle de surprise et d'inquiétude passa dans son regard. « Princesse, votre place n'est pas ici. Si votre père apprend que vous complotez contre son œuvre. » Commença-t-il. Ariane s'avança, les poings serrés. « Mon peuple souffre. Chaque pierre de ce labyrinthe, chaque couloir que vous avez dessiné, est une prison pour des innocents. Je ne peux pas détourner les yeux, pas comme mon père. » Dédale poussa un soupir lourd. Il savait que la détermination de la jeune femme était aussi solide que les blocs de pierre qu'il avait posés pour bâtir le labyrinthe. Il se redressa lentement, posant ses outils, et regarda Ariane avec gravité. « Vous êtes courageuse, Ariane, et bien plus clairvoyante que ceux qui vous entourent. Mais ce que vous demandez est dangereux. Il existe un moyen. Un seul. Mais il vous mettra en péril. » Les yeux d'Ariane brillèrent d'une lueur d'espoir. « Parlez, Dédale. Peu importe le danger, je suis prête. » L'artisan lui fit signe de le suivre jusqu'à une alcôve cachée au fond de la forge. Là, il écarta une vieille tenture de cuir, dévoilant un parchemin jauni par le temps. Les dessins sur le parchemin représentaient un fil lumineux, serpentant à travers un labyrinthe complexe. Autour de lui, des symboles étranges et des inscriptions en une langue ancienne semblaient vibrer d'une énergie surnaturelle. « Ce fil, expliqua-t-il, est une création divine. On l'appelle le fil du destin. Il a été tissé par Ananké, la déesse primordiale du nécessaire et de la fatalité. Elle est si ancienne que même les dieux olympiens la craignent. Ce fil est la clé pour naviguer dans le labyrinthe. Il guide celui qui le tient, lui montrant le chemin, mais il est bien plus que cela. Il peut révéler les failles dans toute structure, qu'elle soit physique ou spirituelle. » Ariane écoutait, fascinée. « Et où se trouve ce fil ?» Dédale marqua une pause, son visage marqué par une expression de doute. « Il est caché dans les grottes de Gortine, dans les profondeurs de la Crète. Là où les mortels n'osent s'aventurer. Ces grottes sont protégées par des gardiens antiques, des créatures oubliées qui défendent les secrets qu'elles renferment. Peu de ceux qui s'y sont aventurés en sont revenus. » Ariane sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait entendu parler des grottes de Gortine dans les légendes. On disait qu'elles étaient hantées par les âmes des morts et peuplées de monstres nés avant l'aube de l'humanité. Pourtant, elle ne recula pas. Elle fixa Dédale avec une détermination farouche. « Si ce fil est la clé pour sauver mon peuple, alors je le trouverai,
quoi qu'il en coûte. Dédale sembla hésiter, puis posa une main lourde et protectrice sur son épaule. Si vous êtes déterminé à suivre cette voie, alors laissez-moi vous donner un avertissement. Le fil d'Ananké est puissant, mais il exige un prix. Ceux qui l'utilisent doivent faire face à leur propre destin. Et parfois, ce destin est plus cruel que le labyrinthe lui-même. Ariane serra les poings. Peu importe le prix. Mon peuple ne mérite pas de souffrir pour les erreurs de mon père. Avant qu'elle ne parte, Dédale lui remit une petite lampe en bronze, conçue pour ne jamais s'éteindre, et un poignard forgé dans un métal noir, l'obsidienne. Ces objets vous aideront dans votre quête. Mais souvenez-vous, Ariane, le courage est votre plus grande arme. Cette nuit-là, Ariane quitta discrètement le palais, le cœur lourd mais résolu. Le murmure des vagues contre les falaises semblait murmurer des adieux, tandis que les étoiles, hautes dans le ciel, brillaient comme des yeux divins. Son chemin l'amènerait vers les grottes de Gortine, un lieu où mortels et dieux s'affrontaient dans des récits oubliés. Elle savait que son voyage ne serait pas seulement une quête pour trouver le fil magique. Ce serait une épreuve, un chemin qui la transformerait à jamais. Car le fil du destin n'était pas seulement un guide à travers le labyrinthe, il était une épreuve des âmes, un révélateur des vérités les plus profondes. Et ainsi, la princesse de Crète marcha dans l'obscurité, portée par une flamme intérieure, prête à défier le destin lui-même. Les grottes s'étendaient devant Ariane comme une gueule béante, sombre et menaçante. Une brume glaciale s'échappait de l'entrée, portant avec elle un murmure sourd, comme un écho des âmes piégées dans ses profondeurs. Ariane inspira profondément, serrant dans sa main la lampe de bronze offerte par Dédale. Son éclat vacillant éclairait à peine les ténèbres oppressantes qui s'étendaient devant elle. Alors qu'elle avançait, le silence des lieux devint écrasant, presque vivant. Mais bientôt, une lumière pâle et irréelle commença à filtrer des murs de la caverne, guidant ses pas vers une vaste salle. Là, au centre, se tenait un métier à tisser colossal, dont les fils semblaient faits de lumière pure, s'entrelacés dans un motif infini. Autour du métier se tenaient 3 femmes, les moires, gardiennes du destin. Elles étaient à la fois magnifiques et terrifiantes. La première, Clotho, la jeune fileuse, tissait les fils du destin avec des gestes précis. La seconde, Lachésis, une femme mûre et imposante, tenait une baguette dorée, mesurant les fils avec une concentration intense. La dernière, Atropos, vieille et voûtée, tenait des ciseaux brillants, prêts à couper les fils lorsque l'heure venait. Ariane s'inclina respectueusement. Ô grande moire, tisseuse du destin, je suis venu humblement chercher votre aide. Mon peuple est maudit, et le Minotaure fait de la Crète un royaume de souffrance. On m'a dit que seul le fil du destin pourrait me guider pour briser cette malédiction. Clotho, sans détourner le regard de son ouvrage, murmura d'une voix douce et mélodieuse, « Tu es jeune, princesse, et pourtant si lourde du poids de tes choix. » Lachésis, mesurant un fil brillant, ajouta avec gravité, « Tu demandes une arme puissante, mais le destin n'accorde rien sans raison. Prouve que tu en es digne. » Atropos, levant ses ciseaux, conclut d'une voix grave et cassée, « 3 épreuves, fille de Minos. 3 tests pour juger de ta valeur. Si tu échoues, ton fil sera coupé ici et maintenant. Es-tu prête ?» Ariane, le cœur battant mais résolu, répondit fermement, « Je suis prête. » Clotho se leva et tendit à Ariane un écheveau de fil argenté. « Voici ta première épreuve. Si tu veux sauver ton peuple, tu dois d'abord comprendre la complexité du destin. Démêle cet écheveau, mais prends garde, chaque fil brisé alourdit ta propre malédiction. » Ariane observa l'écheveau avec attention. Il semblait simple à première vue, mais dès qu'elle commença à le dénouer, elle réalisa qu'il était vivant. Les fils se rétractaient, se tordaient, se nouaient à nouveau, comme pour défier ses efforts. Elle respira profondément, laissant sa patience guider ses gestes. Lentement, avec soin, elle suivit chaque fil jusqu'à ce qu'il cède.
Lorsqu'elle acheva son travail, le fil, désormais droit et lumineux, s'illumina d'une lueur douce. Clotho sourit. Tu as passé cette épreuve. Le fil du destin n'est pas fait pour ceux qui cherchent à le forcer, mais pour ceux qui savent l'honorer. Lachésis, imposante, s'avança et tendit à Ariane une coupe en or. Voici ta seconde épreuve. Bois de cette coupe et affronte ton plus grand cauchemar. Seule celle qui accepte la peur peut espérer changer le destin. Ariane hésita un instant, mais ses pensées revinrent à son peuple, à ceux qui attendaient son retour. Elle porta la coupe à ses lèvres et but. Aussitôt, le sol disparut sous ses pieds. Elle se retrouva dans le labyrinthe, mais cette fois, elle était seule. Les murs, hauts et sombres, semblaient se refermer sur elle. Un rugissement terrible résonna, et le Minotaure apparut, immense et terrifiant. Il avançait vers elle, ses yeux brûlants d'une rage animale. Ariane sentit la peur lui broyer la poitrine, mais elle serra les poings. Ce n'était pas réel, elle le savait. Pourtant, le danger semblait bien vivant. Elle ferma les yeux, affrontant le rugissement et avançant dans l'obscurité. Quand elle les rouvrit, elle était de retour dans la caverne, le sourire de Lachésis lui indiquant qu'elle avait réussi. Ton courage t'honore, princesse. Tu as affronté ta peur, et elle ne te contrôle plus. Atropos s'approcha, tenant un fil brillant et fin comme un cheveu. Pour ta dernière épreuve, regarde ce fil. Il est fragile, presque brisé. Il appartient à quelqu'un que tu connais, une vie sur le point d'être écourtée. À toi de choisir, le renforcer pour qu'il continue ou le couper pour alléger le fardeau de celui qu'il représente. Mais sache ceci, tes choix affecteront ton propre destin. Ariane fixa le fil et vit une vision surgir devant elle, un jeune garçon de Crète, l'un des prochains sacrifices pour le Minotaure. Il était terrifié, enchaîné, priant les dieux pour un miracle. Ses mains tremblaient. Si elle renforçait son fil, il survivrait mais continuerait à souffrir sous la tyrannie de son père. Si elle le coupait, elle lui offrirait la paix mais renoncerait à son propre pouvoir. Les larmes aux yeux, Ariane s'agenouilla. Je ne couperai pas son fil. Sa vie n'est pas un poids dont je peux décider. Je ferai tout pour qu'il n'ait plus à craindre. Je porterai ce fardeau, mais lui vivra. Atropos sourit, un sourire rare et énigmatique. Bien répondu, princesse. La compassion guide les vrais héros. Les trois moires s'approchèrent d'Ariane, leurs regards remplis d'une étrange tendresse. Clotho déposa entre ses mains un écheveau scintillant, le fil du destin. Le voilà, princesse. Ce fil te guidera dans le labyrinthe et bien au-delà. Mais souviens-toi, il ne te donnera que ce que ton courage, ton intelligence et ton cœur peuvent accomplir. Ariane, les larmes aux yeux, remercia les moires et s'inclina profondément. Elle savait que son voyage ne faisait que commencer, mais avec le fil du destin entre ses mains, elle sentait enfin l'espoir briller à travers l'obscurité. Le soleil s'élevait à peine sur la crête lorsque le coup tomba comme un tonnerre. Ariane, encore enveloppée dans les lueurs de sa victoire face aux moires, avançait avec prudence dans les plaines rocailleuses qui bordaient le palais de Knossos. Le fil du destin, soigneusement enroulé dans un étui de cuir, battait contre sa hanche à chaque pas, un rappel silencieux de la puissance qu'elle portait désormais. Mais au cœur de son voyage, une ombre grandissait. Ariane avait cru agir dans le secret, dissimulé par les nuits étoilées et les chemins oubliés. Pourtant, son père, le roi Minos, avait des yeux partout. Une trahison se tramait, plus perfide que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Dans la grande salle du trône, Minos, assis sur son siège d'albâtre, écoutait avec un rictus amer les rapports de ses espions. La princesse Ariane, sa propre fille, conspirait contre lui. Elle cherchait à défier l'ordre qu'il avait imposé, à saper son pouvoir en interférant avec la malédiction du Minotaure. Elle est ma fille, mais elle oublie son devoir envers son roi, envers son peuple, déclara Minos, sa voix résonnant dans le silence oppressant du palais.
Si elle croit qu'elle peut se dresser contre moi, elle se trompe. Trouvez-la. Ramenez-la ici, vivante ou morte. Minos savait que son autorité était en jeu. Si sa propre fille se rebellait contre lui, le peuple pourrait suivre. Ce n'était pas seulement une question de pouvoir, mais de survie. Ariane progressait dans les collines quand elle entendit le martèlement des sabots. Elle s'arrêta net, le souffle court. À l'horizon, une douzaine de cavaliers apparaissaient, leurs armures brillant faiblement sous le soleil naissant. Les gardes royaux. Leurs bannières frappées du taureau de Crète flottaient au vent, un signe incontestable qu'ils venaient pour elle. Elle n'avait nulle part où fuir. Les collines étaient nues, le terrain escarpé. Ariane serra le fil du destin dans sa main, mais ce n'était qu'un guide, pas une arme. Tandis que les gardes s'approchaient, elle sentit son courage vaciller. Princesse Ariane. Par ordre du roi Minos, rendez-vous, cria leur capitaine, une épée dégainée à la main. Ariane recula, son esprit cherchant désespérément une issue. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un cri perça l'air. Par ici. Un jeune homme surgit d'une crevasse dans les rochers, ses cheveux bruns en bataille, ses yeux d'un bleu ardent fixant les gardes. Il tendit la main vers Ariane. Vite, suivez-moi. Ariane hésita à peine avant de se jeter dans ses bras tendus. Le jeune homme l'entraîna dans une série de passages rocheux étroits, ses gestes précis et rapides. Les gardes, entravés par leurs montures et leurs armures, peinaient à les suivre. Lorsque le danger fut temporairement écarté, Ariane et son sauveur atteignirent une petite grotte, dissimulée dans les ombres d'un ravin. Là, le jeune homme se tourna vers elle, son souffle court. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, une étincelle de curiosité mêlée d'admiration dans les yeux. Ariane, encore essoufflée, hocha la tête. « Qui êtes-vous ? Pourquoi m'avez-vous aidé ?» Le jeune homme esquissa un sourire. « Je suis Thésée, prince d'Athènes. Je suis venu ici pour mettre fin au règne du Minotaure. Mais je ne m'attendais pas à croiser la princesse de Crète en fuite. » Ariane recula légèrement, méfiante. « Un prince d'Athènes ? Vous êtes ici pour être sacrifié. Pourquoi chercheriez-vous à le combattre ?» Thésée se redressa, son expression devenant plus sombre. « Mon père, le roi Égée, a perdu trop de fils et de filles à cause de ce monstre. Cette fois, j'ai choisi de venir moi-même, pas pour me soumettre, mais pour briser ce cycle de souffrance. » Ariane sentit une étrange alchimie se former entre eux. Ce prince, étranger à sa terre, partageait son désir de mettre fin aux horreurs infligées par son père. Peut-être, pensa-t-elle, leur destin était-il lié. Alors que les gardes fouillaient les environs, Ariane et Thésée discutèrent en hâte. Ariane lui raconta sa quête, sa rencontre avec les moires et la puissance du fil du destin. Thésée, fasciné, écouta attentivement. Si ce fil peut vraiment guider dans le labyrinthe, alors il pourrait être notre arme pour vaincre le Minotaure, déclara-t-il. Mais votre père ne reculera devant rien pour vous arrêter. Si nous devons réussir, nous devons agir ensemble. Ariane hésita un instant. Toute sa vie, elle avait appris à se méfier des étrangers, et Thésée, bien que charismatique, était un prince athénien, ennemi naturel de la Crète. Mais en le regardant, elle vit la même détermination dans ses yeux que celle qui brûlait dans les siens. Ils avaient un but commun. Très bien, répondit-elle finalement. Nous travaillerons ensemble. Mais sachez que je ne fais pas cela pour vous ou pour Athènes. Je le fais pour mon peuple. Thésée hocha la tête, un sourire léger sur les lèvres. Cela suffit pour moi. Pendant ce temps, au palais, Minos apprenait l'échec de ses hommes. Sa colère était terrible, et les murs du palais tremblaient sous ses hurlements. Mais il n'abandonna pas. Il savait que sa fille et ce prince rebelle ne pouvaient échapper éternellement. Il convoqua ses prêtres et ses soldats, préparant un plan encore plus sombre pour s'assurer que le Minotaure serait nourri et que son règne resterait intact.
Dans l'ombre de la grotte, Ariane et Thésée firent serment de mettre fin à la tyrannie du labyrinthe. Ensemble, ils marcheraient vers le labyrinthe, armés du courage de Thésée, de l'intelligence d'Ariane, et du pouvoir du fil du destin. Mais dans leur cœur, chacun savait qu'ils affrontaient bien plus qu'un monstre. Ils affrontaient les dieux eux-mêmes, et un roi prêt à tout pour préserver son pouvoir. Dans les profondeurs de la grotte où ils avaient trouvé refuge, Ariane et Thésée fixaient la lueur vacillante de la lampe de bronze. Le silence entre eux était chargé, non pas d'hostilité, mais d'un mélange complexe de méfiance et de curiosité. Leur destin, bien que différent, semblait désormais inextricablement liés. Et pourtant, ni l'un ni l'autre ne pouvait pleinement accorder sa confiance. Alors, princesse, commença Thésée en brisant le silence, son ton mi-sérieux, mi-moqueur, vous avez traversé toute la Crète pour chercher ce fil magique, mais vous n'avez toujours pas affronté le Minotaure. Comment comptez-vous sauver votre peuple si vous vous arrêtez ici? Ariane releva le menton, ses yeux verts étincelants d'une détermination farouche. Et vous, prince d'Athènes, êtes-vous prêt à affronter un monstre que ni homme ni Dieu n'a encore vaincu? Croyez-vous que votre courage suffira? Un sourire amusé passa sur les lèvres de Thésée. Non. Mais c'est pourquoi je suis ici avec vous. Vous avez le savoir, j'ai l'épée. Si nous combinons nos forces, peut-être avons-nous une chance. Ariane resta silencieuse un instant, pesant ses paroles. L'idée d'une alliance avec un étranger, un prince athénien envoyé pour mourir dans le labyrinthe, allait à l'encontre de tout ce qu'elle avait appris. Et pourtant, il y avait quelque chose dans son regard, une sincérité brute, un feu intérieur, qui l'incitait à lui faire confiance. Très bien, dit-elle enfin. Nous travaillerons ensemble. Mais sachez que je ne suis pas ici pour Athènes, ni pour vous. Je suis ici pour mon peuple, pour mettre fin au sacrifice et briser la malédiction de mon père. Thésée inclina légèrement la tête. Je ne demande rien de plus. Et ainsi, un pacte fragile fut scellé, unissant deux âmes en quête de liberté. Leur alliance, bien que naissante, fut mise à l'épreuve dès le départ. En sortant de leur cachette, ils durent traverser des terrains dangereux, évitant les patrouilles de Minos et les pièges naturels des collines rocheuses de la Crète. Thésée, bien que robuste et expérimenté dans le combat, se retrouva souvent à suivre les directives d'Ariane, dont la connaissance du terrain surpassait la sienne. Alors, c'est ça, être guidé par une princesse, plaisanta-t-il un jour en grimpant péniblement une pente raide. Peut-être que vous devriez remercier cette princesse de vous garder en vie, répliqua Ariane avec un sourire espiègle. Peu à peu, leurs échanges devinrent moins formels, oscillant entre des pointes d'humour et des discussions plus profondes. Ariane parla de la douleur de voir son peuple souffrir sous la tyrannie de son père. Thésée, de son côté, évoqua les sacrifices imposés à Athènes, ces jeunes vies arrachées chaque année pour nourrir un monstre. Ces confidences, bien que brèves, tissèrent un fil invisible entre eux. Une nuit, alors qu'ils campaient près d'une ancienne ruine, un danger inattendu surgit, une bête sauvage, un lion échappé des forêts, s'approcha de leur camp, attiré par l'odeur de leur nourriture. Le rugissement féroce de la créature résonna dans l'obscurité, et Ariane sentit son cœur s'emballer. Thésée dégaina son épée sans hésiter. Restez en arrière. Mais Ariane, refusant d'être une simple spectatrice, saisit un bâton et s'approcha, déterminée à aider. Nous le faisons ensemble, dit-elle, son regard défiant. La bataille fut brève mais intense. Tandis que Thésée distrayait le lion avec des attaques habiles, Ariane utilisa sa connaissance des lieux pour repérer une faiblesse, un rocher instable au sommet d'une pente. Avec un effort collectif, ils firent basculer le rocher, qui écrasa finalement la bête. Essoufflés mais victorieux, ils s'assirent côte à côte. Thésée, le souffle court, lança un regard amusé à Ariane. Vous êtes bien plus téméraire que je ne l'imaginais, princesse. Ariane haussa les épaules, un sourire furtif sur les lèvres. Et vous êtes plus utile que je ne le pensais, prince.
Avec chaque jour qui passait, leur relation évoluait. Thésée, habitué à être admiré et obéi, découvrit en Ariane une partenaire égale, capable de défier son autorité et de le surprendre par son intelligence et sa bravoure. De son côté, Ariane apprit à voir en Thésée plus qu'un simple guerrier. Derrière sa bravoure se cachait une âme vulnérable, marquée par les responsabilités et les sacrifices qu'il portait pour son peuple. Mais leur alliance n'était pas exempte de tensions. Ariane restait méfiante, consciente que Thésée, en tant qu'Athénien, avait ses propres motivations. Quant à Thésée, il ne pouvait s'empêcher de se demander si Ariane, en tant que fille de Minos, pourrait un jour trahir leur cause. Un soir, alors qu'ils observaient les étoiles depuis une colline, Thésée rompit le silence. « Pourquoi faites-vous cela, Ariane ? Vous pourriez vivre en sécurité au palais, loin des horreurs du labyrinthe. Pourquoi risquer votre vie pour des étrangers ?» Ariane tourna la tête vers lui, ses yeux brillant dans l'obscurité. « Parce que je ne peux plus fermer les yeux. Parce que si je ne fais rien, je ne suis pas digne d'être appelée la fille de Crète. » Thésée hocha lentement la tête. « Alors, peut-être que nous ne sommes pas si différents, vous et moi. » Cette nuit-là, sous les étoiles, quelque chose changea entre eux. Leur alliance, bien que fragile au départ, commença à se renforcer, non seulement par nécessité, mais par respect mutuel. Une admiration réciproque naquit, teintée d'une chaleur qu'aucun des deux n'osait encore nommer. Et tandis qu'ils poursuivaient leur chemin vers le labyrinthe, le fil du destin battant contre la hanche d'Ariane, un autre fil, invisible mais tout aussi puissant, commençait à se tisser entre leurs âmes. Sous les premières lueurs de l'aube, Ariane et Thésée se tenaient devant l'entrée du labyrinthe. Ces murs colossaux de pierre s'élevaient, austères et imposants, semblant défier quiconque osait s'approcher. Le vent soufflait doucement, portant avec lui des murmures indistincts, comme si le labyrinthe lui-même respirait. Ce lieu n'était pas simplement un ouvrage humain. Il était vivant, imprégné de la volonté divine et du génie de Dédale. Thésée posa une main sur la pierre froide. Ce n'est pas un simple bâtiment. On dirait qu'il nous observe. Ariane, serrant le fil du destin dans sa main, acquiesça, le visage grave. Dédale m'a confié que le labyrinthe n'est pas seulement une prison. Il est une énigme, un défi lancé par les dieux eux-mêmes. Avant d'entrer, une silhouette familière émergea des ombres, Dédale. L'artisan, vêtu d'une tunique usée, avait un visage marqué par le poids des secrets qu'il portait. Il les avait suivis, incapable de rester à l'écart de son propre chef-d'œuvre. Vous ne pouvez pas affronter le labyrinthe sans comprendre ce qu'il est vraiment, déclara-t-il. Ce n'est pas qu'un piège pour le Minotaure. C'est une structure vivante, nourrie par les peurs et les désirs de ceux qui y entrent. Thésée fronça les sourcils. Vivante ? Que voulez-vous dire ? Dédale, avec un mélange de fierté et de tristesse, expliqua. Lorsque j'ai construit le labyrinthe, j'ai invoqué des forces divines pour qu'il soit impénétrable. Les dieux m'ont accordé ce don, mais à un prix, le labyrinthe est devenu un reflet des âmes qui le parcourent. Ces passages se transforment, ces murs se déplacent. Ils testent, ils trompent, et ils dévorent ceux qui ne sont pas dignes. Ariane, tenant le fil lumineux entre ses doigts, demanda, « Et ce fil ?» Dédale, vous m'avez dit qu'il pouvait révéler plus que le chemin. Que vouliez-vous dire ? Dédale posa une main sur son épaule. Le fil du destin est une création des moires, les tisseuses du sort. Il ne se contente pas de guider vos pas. Il expose les failles de tout ce qu'il touche. Les illusions, les pièges, même les secrets du labyrinthe ne peuvent lui résister. Mais attention, plus vous l'utilisez, plus il vous révélera votre propre destin. Un frisson parcourut Ariane. Elle comprenait désormais que le fil était une arme puissante, mais aussi un fardeau. Ses choix et ses actions seraient scrutés par les dieux eux-mêmes. Après un dernier regard vers Dédale, qui leur souhaita bonne chance avec une gravité palpable, Ariane et Thésée franchirent l'entrée massive du labyrinthe.
Immédiatement, ils furent enveloppés par une obscurité étouffante. Les murs, d'un noir profond, semblaient absorber la lumière de la lampe de bronze, rendant chaque pas incertain. Ariane déroula le fil, qui commença à luire faiblement dans sa main. Lorsqu'elle le tendit devant elle, le fil semblait vibrer, guidant son chemin. Thésée, épée dégainée, marchait à ses côtés, ses yeux scrutant chaque ombre. « Faites confiance au fil, » murmura Ariane. « Il nous guidera. » À mesure qu'il progressait, le labyrinthe révélait sa nature. Les couloirs semblaient s'étendre à l'infini, se courbant et se tordant de manière impossible. À un moment, ils se retrouvèrent face à une porte massive ornée de symboles divins. Lorsqu'ils l'ouvrirent, ils furent confrontés à une vision troublante, un banquet somptueux, des tables chargées de mets et de boissons. Thésée fit un pas en avant, attiré par les odeurs alléchantes, mais Ariane le retint. « C'est une illusion, » dit-elle fermement, tendant le fil devant elle. Sous la lueur du fil, le banquet se dissipa, révélant un gouffre béant où les tables se trouvaient quelques instants auparavant. « Le labyrinthe veut nous tromper, » murmura Thésée, impressionné. « Il sait jouer avec nos désirs. » Plus loin, ils furent confrontés à des pièges plus physiques. Des murs qui se refermaient brusquement, des dalles piégées qui déclenchaient des lames cachées, des labyrinthes dans le labyrinthe lui-même. À chaque fois, le fil du destin révélait les passages sûrs, mais Ariane sentait qu'il demandait quelque chose en retour. Chaque vibration, chaque lueur du fil semblait puiser dans sa propre énergie, comme si le fil ne pouvait être utilisé sans conséquence. À un moment, un mur de flammes jaillit devant eux. Le fil, vibrant dans sa main, révéla un passage caché sur leur gauche. Thésée, tenant fermement la main d'Ariane, la guida à travers le chemin étroit, échappant de justesse au piège mortel. Au cœur du labyrinthe, ils atteignirent une salle circulaire, ornée de fresques anciennes représentant les dieux. Ariane tendit le fil, espérant trouver une sortie, mais le fil s'immobilisa, brillant intensément. « Pourquoi s'arrête-t-il » demanda Thésée. Ariane observa les fresques. L'une d'elles représentait Dédale offrant son métier à tisser aux dieux, une autre montrait Minos, le roi, avec une expression de terreur alors qu'un taureau sacré émergeait de la mer. Au centre, une fresque montrait une femme, une silhouette voilée, tenant un fil brillant. « C'est Ananké » murmura Ariane. La déesse du nécessaire. Sous l'illustration, des mots en grec ancien semblaient gravés dans la pierre. Ariane les lut à haute voix, celui qui manipule le destin doit être prêt à l'accepter. Ce fil ne révèle pas seulement le chemin, il guide vers ce qui doit être. Thésée, le regard sombre, murmura, le labyrinthe n'est pas notre seul ennemi. Le destin lui-même nous observe. Le fil, comme s'il répondait à leur compréhension, se remit à vibrer et à briller, pointant vers un couloir étroit. Ariane et Thésée échangèrent un regard, leur lien renforcé par les épreuves. Ils savaient que ce chemin les mènerait au cœur du labyrinthe, là où le Minotaure les attendait. Et tandis qu'ils avançaient, l'ombre du destin planait au-dessus d'eux, invisible mais indéniable. Car dans ce labyrinthe de pierres et de tromperies, ce n'était pas seulement le Minotaure qu'ils affrontaient, mais leurs propres âmes, exposées aux dieux et à leurs caprices insondables. Le cœur du labyrinthe s'ouvrait devant eux, une salle immense et oppressante où la lumière semblait hésiter à pénétrer. Les murs de pierre noire étaient marqués de gravures anciennes, témoignages d'une époque oubliée où dieux et hommes s'entremêlaient. Chaque pas résonnait lourdement, comme si le labyrinthe lui-même retenait son souffle. Le fil du destin, vibrant dans la main d'Ariane, brillait d'une lueur plus vive, comme un ultime avertissement. « Nous y sommes » murmura Ariane, le regard fixé sur une arche massive au centre de la salle. Au-delà de cette arche, le Minotaure attendait. Thésée serra son épée, son visage tendu par la détermination. « Restez derrière moi. Je ne veux pas que vous soyez blessés. » Mais Ariane, tenant fermement le fil, secoua la tête. « C'est ma quête autant que la vôtre, Thésée. Je ne resterai pas en arrière. »
ils franchirent l'arche ensemble, leur cœur battant à l'unisson. La créature se tenait au centre de la salle, à demi dissimulée dans l'ombre. Lorsqu'elle apparut à la lumière de leur lampe, Ariane retint un souffle de stupeur. Le Minotaure n'était pas seulement une bête. Il avait un corps humain, musclé et massif, mais sa tête était celle d'un taureau, avec des cornes recourbées et des yeux rouges brillants d'une rage silencieuse. Il respirait lourdement, comme s'il portait sur ses épaules le poids de siècles de souffrance. Pourtant, ce n'était pas sa monstruosité qui troubla Ariane, mais l'expression dans ses yeux. Une douleur sourde, une humanité oubliée, une âme piégée. Thésée s'avança, son épée levée. « Viens te battre, monstre !» Le Minotaure rugit, un cri guttural qui résonna dans toute la salle, et chargea. Thésée esquiva de justesse, son épée fendant l'air pour frapper la créature à l'épaule. Mais la créature, loin d'être simplement une bête, riposta avec une force et une précision qui surprirent Thésée. Leur combat devint une danse brutale, chaque coup d'épée et chaque ruade résonnant comme un tambour de guerre. Tandis que Thésée et le Minotaure s'affrontaient, Ariane restait immobile, son regard fixé sur la créature. Quelque chose en elle refusait de voir le Minotaure comme un simple ennemi. Elle se souvenait des récits sur la malédiction de sa famille, sur sa mère, Pasiphae, et l'origine de cette monstruosité. Cette créature, ce monstre, était aussi un être vivant, condamné à errer seul dans les ténèbres, victime de la colère des dieux et des erreurs humaines. Elle serra le fil du destin, cherchant une réponse, une direction. Le fil brillait, vibrant doucement, comme s'il répondait à son hésitation. Elle comprit que ce n'était pas seulement une bataille physique. C'était une confrontation morale, un choix entre le devoir et la compassion. Alors que Thésée, haletant mais toujours combatif, parvint à blesser le Minotaure à la jambe, Ariane s'avança brusquement. « Arrêtez !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. Thésée se tourna vers elle, stupéfait. « Ariane, que faites-vous ? Il faut le tuer. » Mais Ariane ne regardait plus Thésée. Elle fixait le Minotaure, ses yeux remplis de tristesse. Cette créature n'a pas choisi son destin, Thésée. C'est une victime, tout comme ce qu'elle a été forcée de tuer. Le Minotaure, comme s'il comprenait ces mots, cessa d'attaquer. Ses grands yeux rouges se posèrent sur Ariane, pleins d'une souffrance indicible. Il ne bougea pas, comme s'il attendait son jugement. Ariane s'approcha lentement, malgré les protestations de Thésée. Le fil du destin brillait de plus en plus intensément dans sa main, comme s'il approuvait sa décision. Elle s'arrêta à quelques pas du Minotaure, son cœur battant furieusement. « Astérion » murmura-t-elle, utilisant son nom, celui qu'il portait avant de devenir une légende de terreur. « Je suis désolé. » La créature sembla hésiter, ses muscles tendus, comme si elle combattait une rage intérieure. Puis, doucement, elle s'agenouilla devant elle, baissant la tête. Ariane sentit ses larmes couler. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle tendit le fil du destin, qui brillait d'une lumière presque aveuglante, et l'enroula autour des cornes du Minotaure. Le fil vibra, et une énergie divine emplit la pièce. Le Minotaure rugit une dernière fois, mais ce n'était pas un cri de colère. C'était un cri de libération. Lorsque la lumière s'éteignit, la créature avait disparu. À sa place, une simple statue de pierre reposait sur le sol, symbole de la fin de la malédiction. Ariane resta immobile, son regard fixé sur la statue. Thésée s'approcha, posant une main sur son épaule. « Vous l'avez libéré ?» dit-il doucement. « Vous avez mis fin à son tourment. » Ariane hocha la tête, mais son cœur était lourd. Elle avait fait ce qui était juste, mais cela n'effaçait pas les siècles de souffrance que cette créature avait endurés. En quittant le cœur du labyrinthe, Ariane et Thésée savaient qu'ils avaient accompli quelque chose d'exceptionnel. La malédiction du Minotaure était brisée, mais leur voyage n'était pas terminé. Il leur restait à affronter Minos,
à rétablir l'ordre dans un royaume marqué par la peur et le sacrifice. Mais pour la première fois depuis longtemps, Ariane sentit une lueur d'espoir. Le fil du destin, désormais plus léger dans sa main, continuait de luire doucement, comme une promesse d'un avenir meilleur. Le labyrinthe derrière eux, Ariane et Thésée se tenaient sur les collines rocheuses surplombant le palais de Knossos. Le vent marin, chargé de sel et de promesses de renouveau, caressait leur visage. Pourtant, le cœur d'Ariane était lourd. Elle avait brisé la malédiction du Minotaure, mais un doute grandissait en elle, une ombre que ni la lumière du fil du destin, ni le courage de Thésée ne pouvaient chasser. Elle savait qu'elle devait confronter son père. Les secrets du labyrinthe, le poids de ses choix, tout semblait converger vers une seule vérité, Minos. Le palais de Knossos, autrefois majestueux, semblait terni lorsqu'ils franchirent ses portes. Les couloirs étaient déserts, et même les gardes semblaient absents, comme si le lieu retenait son souffle. Au centre de la grande salle du trône, Minos attendait. Le roi, drapé dans ses vêtements royaux, ne portait plus la fierté imposante qui le caractérisait. Son visage était marqué par l'épuisement, ses yeux creusés par des années de décisions lourdes et de nuits sans sommeil. Ariane s'avança, tenant le fil du destin, qui brillait faiblement dans sa main, comme une flamme vacillante. « Père, dit-elle, sa voix ferme mais teintée d'une douleur qu'elle ne pouvait dissimuler, pourquoi ? Pourquoi avoir imposé cette malédiction à notre peuple ? Pourquoi nous avoir condamnés à tant de souffrances ? » Minos la fixa un long moment, son regard dur mais non dénué d'une certaine tristesse. Il se leva lentement, s'approchant d'elle comme un homme portant un fardeau invisible. « Tu crois que c'était mon choix, Ariane, murmura-t-il. Tu crois que j'ai voulu ce labyrinthe, ce monstre, cette malédiction? Non. Tout cela a été imposé par les dieux. » Ariane serra le fil du destin, ses yeux étincelants de colère. « Mais c'est toi qui as défié Poséidon, toi qui as sacrifié notre île à ta fierté. » Minos détourna les yeux, le poids de sa culpabilité visible. « Oui, j'ai défié un dieu. Mais tu ne comprends pas, ma fille. Ce labyrinthe, cette créature, ce n'était pas que des punitions. Ils étaient nécessaires. » Ariane fronça les sourcils. « Nécessaire ? » Le roi soupira profondément. Le Minotaure n'était pas seulement un monstre. Il était un équilibre. Une force divine, incarnant la frontière entre la vie et la mort, l'ordre et le chaos. Le labyrinthe n'était pas seulement une prison pour lui, mais pour les forces qu'il représentait. Les sacrifices. Il s'arrêta, sa voix se brisant légèrement. Les sacrifices étaient le prix à payer pour maintenir cet équilibre. Ariane recula d'un pas, ses pensées tourbillonnant. Le fil du destin dans sa main sembla vibrer légèrement, comme s'il répondait à la vérité révélée. Elle leva les yeux vers Minos, une douleur profonde dans son regard. « Tu savais, dit-elle doucement. Tu savais que le labyrinthe était maudit, que tout cela ne ferait qu'apporter plus de souffrance. » Minos hocha lentement la tête. « Oui. Mais je suis un roi, Ariane. Et parfois, un roi doit choisir le moindre mal pour protéger son peuple. » Les mots tombèrent comme une pierre dans le silence. Ariane sentit un mélange de rage, de pitié et de tristesse l'envahir. Elle avait toujours cru que son père était un homme de pouvoir, mais maintenant, elle voyait qu'il était aussi un homme brisé, pris au piège d'un destin qu'il avait lui-même contribué à créer. Ariane serra le fil du destin dans ses mains. Ce fil, qui avait guidé ses pas dans le labyrinthe, n'était plus qu'un outil. Il était un symbole. Un symbole de sa liberté, de sa capacité à choisir son propre chemin, loin des erreurs de son père. Elle leva les yeux vers Minos. « Je comprends maintenant. Mais ton règne de peur s'arrête ici. Je refuse de porter le poids de tes erreurs. La Crète mérite mieux que des sacrifices et des secrets. Elle mérite la liberté. » Minos resta silencieux,
abasourdi par les paroles de sa fille. Pour la première fois, il vit en elle non pas une enfant, mais une femme, une leader. Une flamme d'espoir brilla dans ses yeux fatigués. Ariane se tourna vers Thésée, qui se tenait en retrait, observant la scène avec respect. « Nous allons partir. Mais je reviendrai. Pas en tant que princesse, mais en tant que femme libre. » Thésée hocha la tête, admiratif de son courage. Alors qu'Ariane quittait le palais, le fil du destin enroulé autour de sa main, elle sentit un poids se lever de ses épaules. Le labyrinthe était détruit, le Minotaure n'était plus, et elle avait découvert la vérité sur son père et sur elle-même. Elle savait que son chemin ne serait pas facile. Mais elle n'avait plus peur. Le fil du destin n'était pas seulement un guide à travers les ténèbres. Il était un rappel que, même face aux forces divines, les mortels pouvaient choisir leur propre voie. Et ainsi, Ariane marcha vers l'horizon, laissant derrière elle un royaume à reconstruire et un père à affronter ses propres démons. Car elle savait que la véritable bataille ne se trouvait pas dans le labyrinthe, mais dans le cœur de ceux qui osaient défier le destin. Le soleil se levait lentement sur la crête, baignant les collines et les ruines du labyrinthe dans une lumière dorée. Le rugissement du Minotaure n'était plus qu'un lointain souvenir, et les corridors sombres qui avaient englouti tant de vies n'étaient désormais qu'un amas de pierres brisées. Mais au cœur de cette terre fracturée, une nouvelle ère s'annonçait. Ariane se tenait sur une colline surplombant le palais de Knossos, le fil du destin enroulé autour de son poignet. Dans ses mains, ce fil scintillait faiblement, comme s'il portait encore l'éclat des dieux. Il n'était plus seulement un outil ou une arme, il était un symbole, celui de sa lutte, de ses choix, et de sa victoire. À ses côtés, Thésée regardait l'horizon. Le vent soulevait ses cheveux bruns, et son visage, marqué par les épreuves, était empreint d'un mélange de fierté et de tristesse. « Ariane, viens avec moi, dit-il doucement. Athènes t'accueillera. Nous pouvons construire quelque chose ensemble, loin de ces souvenirs douloureux. » Ariane détourna le regard vers la mer, son cœur tiraillé. Pendant un instant, elle imagina une vie en Grèce, loin des responsabilités qui pesaient sur elle. Mais cette vision s'évanouit rapidement. Elle savait où son devoir la menait. « Non, Thésée, répondit-elle, sa voix calme mais ferme. Mon destin n'est pas en Grèce. Mon peuple a besoin de moi. La Crète a souffert trop longtemps sous le poids de la peur et des sacrifices. Je dois rester ici pour reconstruire ce royaume, pour mettre fin à ce cycle de sang. » Thésée la regarda, un mélange d'admiration et de regret dans les yeux. « Tu es plus courageuse que n'importe quel héros, Ariane. Mais je ne te forcerai pas. Ton chemin est le tien. » Ariane descendit vers le palais, où les habitants commençaient à sortir de leur maison. La rumeur de la mort du Minotaure s'était répandue, et des regards pleins d'espoir se tournaient vers elle. Pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était plus seulement une princesse. Elle était devenue une figure de renouveau, une leader. Dans la grande salle du trône, elle se tint devant Minos, qui semblait avoir vieilli de plusieurs années depuis leur dernière rencontre. Le roi baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Père, dit-elle, la Crète a besoin d'un nouveau départ, et je suis prête à guider notre peuple. Je porterai ce fardeau. » Minos releva les yeux, et, pour la première fois, Ariane vit une lueur d'humilité dans son regard. « Ariane, tu as prouvé que tu étais digne. Ce royaume est entre de bonnes mains. » Ariane fit du fil du destin un objet sacré, conservé dans un sanctuaire au cœur du palais. Elle l'exposa non pas comme un trophée, mais comme un rappel des choix difficiles qui avaient mené à la liberté. Les habitants de Crète vinrent en pèlerinage pour le voir, touchant le fil comme une bénédiction, une preuve que même les malédictions les plus sombres pouvaient être surmontées par le courage et la sagesse. Elle déclara un décret mettant fin au sacrifice humain. En lieu et place, elle institua des rites pacifiques, des danses et des chants en l'honneur des dieux, montrant que la foi pouvait s'exprimer sans violence. Les années passèrent,
et sous la direction d'Ariane, la Crète prospéra. Les ruines du labyrinthe furent laissées intactes, envahies par la végétation, comme un rappel des erreurs du passé. Mais le royaume, lui, devint un modèle de paix et de prospérité, où les leçons du passé guidaient l'avenir. Ariane devint une légende vivante. On racontait son histoire dans tout le bassin méditerranéen, non pas comme celle d'une princesse ordinaire, mais comme celle d'une femme qui avait défié les dieux, brisé les chaînes du destin, et redonné espoir à son peuple. Avant de partir, Thésée et Ariane se dirent un dernier adieu sur la plage. Le prince d'Athènes, bien qu'attristé par son choix, respecta sa décision. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait, Ariane, dit-il. Tu es la vraie héroïne de cette histoire. » Ariane, le regard fixé sur l'horizon, répondit avec un sourire. « Et toi, Thésée, souviens-toi que le courage ne se mesure pas seulement par l'épée, mais par les choix que nous faisons. » Il lui serra la main une dernière fois avant de monter à bord de son navire. Le vent emporta la voile blanche, et bientôt, il disparut au loin, laissant Ariane sur le rivage, seule mais libre. Alors qu'elle regardait le soleil se lever sur l'île, Ariane sentit une force nouvelle en elle. Elle n'était plus la princesse effacée du palais de Knossos. Elle était Ariane, maîtresse de son propre destin, guide de son peuple, et protectrice de la Crète. Et ainsi, le fil du destin, qui avait guidé ses pas dans les ténèbres du labyrinthe, devint un fil de lumière, tissant l'histoire d'une héroïne qui avait osé défier les dieux pour offrir à son peuple une chance de vivre sans peur. Une légende était née, et son nom serait chanté à travers les âges. Ariane, la tisseuse du destin.